Allez, bonjour à tous, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc on est en direct donc, de Gémenos, à la Madeleine de Marseille, premier partenaire, premier partenaire donc, de l'association Unisson, qui fait pratiquement jour pour jour, c'est un mois. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une lecture musicale accompagnée donc, de Yvonnette Rigaud-Miller, soprano-auteur, Dominique Guénin qui nous lira ses extraits, et on terminera tout à l'heure avec une séance de dédicace, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez même poser des questions, il y aura possibilité de le faire. Ce que je vous propose, c'est d'écouter dans un premier temps donc, deux chansons. Vous allez donc nous chanter donc, L'Acciacchio Pianga. Voilà. Et ensuite, donc, vous chanterez Summertime. Voilà, écoutez, on vous écoute et ensuite on enchaînera donc sur les extraits avec Dominique Guérin. Merci à vous.
Merci beaucoup. Donc, je le rappelle que c'était donc Lacha Pio Pyonga. Voilà, donc merci à vous. Et maintenant, vous allez nous interpréter donc Summertime de Broken Bay. C'est Summertime et c'est un air où Clara, elle est en train de bercer son bébé. Elle chante des chansons pour son bébé s'endormir en disant qu'il ne faut pas qu'il pleure. Sa mère est belle, son père est riche parce que le coton pousse, mais elle ne sait pas qu'il va venir un ouragan qui va tuer tout le monde et son enfant va devenir un enfant de rue après. C'est une triste histoire. À ce moment-là, elle ne sait pas. Elle berce son enfant toute contente, tout son bébé dans les bras. Merci beaucoup Yvonnette. Vraiment, ce que je vous propose maintenant, c'est de venir vous présenter, nous dire un petit peu plus qui vous êtes. Donc on l'a vu, vous êtes soprano, mais vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit deux romans dont je rappelle que plusieurs extraits seront lus tout à l'heure par Dominique Guélin. Donc écoutez, je vous propose de vous présenter. Bonjour, merci d'être là, votre présence, madame. Il y a monsieur aussi. Bon, a priori, je suis musicienne, je suis soprano, j'ai commencé à la musique à l'âge de 10 ans, et avec le piano, et après 6 ans de travail au piano, j'ai passé au chant, parce que j'étais passionnée par le chant. Bon, et depuis, j'ai travaillé beaucoup dans les champs, j'ai voyagé pas mal à l'extérieur, j'habitais au Brésil à ce moment-là, et j'ai voyagé pas mal à l'extérieur pour faire des concerts, et au Brésil, je travaille aussi à l'opéra, à la salle de concert de Rio, donner des concerts. Mais j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais dès que j'étais jeune fille. Je me souviens même que quand j'étais au lycée, un de mes contes était publié dans le journal de l'école, sélectionné pour publier. Mais bon, je faisais ça vraiment en amateur parce que j'aimais ça. Et finalement, quand je travaillais pendant 4 ans à l'église de la Trinité, parce que je travaillais pour la préparation de repas de personnes sans-abri qui venaient manger à la Trinité. Et alors, c'est où j'ai écrit la soupe des exclus, parce que à l'époque, j'ai pris juste des notes, parce qu'il y avait des cas vraiment incroyables que j'ai entendus. Et puis, je me suis liée d'amitié avec beaucoup d'entre eux.
parce que c'était des gens absolument charmants. J'ai découvert des gens absolument merveilleuses. Et avec l'arrivée du Covid, plus de concerts, plus rien. Alors j'ai ouvert mon petit bureau et j'ai cherché mes manuscrits et j'ai commencé à travailler là-dessus et je l'ai publié. Ensuite, encore les hasards de la vie m'a fait rencontrer une dame à Marseille qui était une ex-enfant de rue et qui m'a raconté après son histoire. Et moi, j'ai écrit un peu sa vie. La première partie du livre, c'est complètement vrai de sa vie. Et après le reste, j'ai créé un personnage, mais malheureusement avec des histoires vraies de femmes, de différentes occasions, mais que je rassemblais dans un seul personnage qui est Julia. Et voilà. Si vous vous plaisez, vous pouvez les feuilleter avant de l'acheter. Merci. On vous proposera tout à l'heure, s'il vous plaît, de pouvoir poser des questions à l'auteur. Et je le rappelle, il y aura une petite séance de dédicace si ça vous intéresse. On va inviter maintenant donc Dominique Guénin à nous rejoindre, qui va nous lire un premier extrait donc, de Julia, une ex-enfant des rues. Voilà. Donc, sur un air, donc, des 6 petits préludes de Bach numéro 2. Voilà. Donc, Julia, une ex-enfant des rues, extrait 1, chapitre Son enfance, par Dominique Guénin. Merci. Julia est née dans la ville de Campos, territoire de l'État de Rio de Janeiro, un village fondé vers le XVIIe siècle et qui a obtenu le statut de ville en mars 1835. Célèbre pour sa culture de la canne à sucre, dont la plus grande partie était exportée vers d'autres États du Brésil. Campos est aussi un important producteur d'alcool et possède une grande ressource au pétrole. C'est un travail rude que de couper la canne à sucre. D'ailleurs, les puissants producteurs ne s'y sont pas trompés en utilisant des milliers d'esclaves pour effectuer cette besogne harassante. Comment donc une petite fille d'à peine 7 ans aurait-elle pu s'occuper d'une tâche pareille? Eh bien, pourtant, il en fut ainsi. Malgré son jeune âge, Julia a été envoyée comme travailleuse dans une de ses plantations. Il faut dire que sa mère buvait continuellement, tout en délaissant quasiment ses autres enfants. Raison pour laquelle Julia, elle-même jeune enfant, s'occupait de ses jeunes frères, en plus de menus travaux ménagers. Ces journées valaient une semaine. Elle partait tôt le matin, direction la plantation de canne à sucre, mais pas seule, avec le mari de sa mère, qui, quelques années plus tard, n'hésitera pas à la violer. Par peur, Julia, qui subira ce viol jusqu'à ses 14 ans, ne dira jamais rien à sa mère. Les viols qu'elle subissait durant la pause des autres travailleurs. Comme un homme abruti par l'excès de travail et d'alcool, victime de ses plus bas instincts, il emmenait Julia dans un lieu éloigné pour ainsi accomplir sa sordide besogne. L'enfant Julia permettait à son bourreau de la battre si elle osait protester, si elle résistait ou bien refusait de le suivre, comme tant de fois cela s'est passé. Ainsi, Julia vécut l'enfer pendant des années, entièrement soumise aux désirs bestiaux de son beau-père. Puis, un jour, ne pouvant plus supporter les maltraitances de sa mère et les agressions sexuelles de son beau-père, elle profita d'un moment de repos de ce dernier pour s'enfuir. À la suite de cette fuite, Julia est devenue une enfant des rues, un être plein d'innocence, forcé à fouiller dans les poubelles pour manger. Entre deux ventes de petites bricoles pour avoir un peu de sous, elle dormait dans les rues, seule. Son instinct fut, à cette époque, sa seule armure. Ainsi, ne s'est-elle jamais associée au groupe de délinquants. Grâce à quoi, d'ailleurs, elle échappera au massacre de juillet 1993, celui des enfants des rues, par la police, qui s'est déroulé devant l'église de la Candelaria, au centre de Rio de Janeiro. Par chance, ce jour-là, Julia était allée dormir ailleurs. Sur les marches de l'église, on dénombrera une 50aine d'enfants morts. Si
Si Julia ne savait ni lire ni écrire, elle essayait par ses propres moyens d'apprendre. Hélas, comme tant d'autres jeunes filles quittant leur province pour la grande ville de Rio de Janeiro dans le but de se trouver du travail, Julia s'est prostituée. Sans papier, sans famille, que pouvait-elle faire d'autre? Ainsi, elle a traîné comme des milliers d'autres enfants sur les trottoirs, espérant qu'un client ou un protecteur vienne l'extraire de cette vie de malheur. De la rue du Passeio au centre de Rio, elle promenait sa silhouette, acceptant toute proposition, offrant son jeune corps en échange d'un peu d'argent ou d'un repas pour calmer sa faim. Hélas, les hommes à qui Julia se donnait étaient de basse condition, sans richesse. Et ma foi, cela lui importait peu. Pour elle qui mourait de faim, un bout de pain, une poignée de riz, devenait un festin. D'un fort caractère doublé d'une envie de vivre, elle se donnait sans honte et sans mauvaise conscience. Après tout, il fallait bien survivre. Et puis, son corps était son seul atout. Les hommes rôdaient autour d'elle quand elle se promenait devant l'école nationale de musique ou devant les théâtres et cinémas du centre-ville. Très tôt, elle avait compris qu'elle plaisait aux hommes et qu'il suffisait que l'un d'eux se la prenne avec lui pour que sa vie change. Mais voilà, lequel de ces hommes? C'est qu'ils étaient sales, mal abriés, souvent grossiers et brutaux. Mais dotée d'un caractère joyeux malgré tout ce qu'elle endurait, Julia continuait de garder au fond d'elle l'espoir qu'un jour, il la sortirait de la rue, que grâce à lui, elle mangerait à sa faim. Bien sûr, toutes ces pauvres fillettes qui déambulaient sur le trottoir croyaient en ce même rêve. Des rêves qui leur permettaient de ne pas se rendre compte du mépris que la société avait envers elles. Les jeunes filles et les professeurs qui sortaient de l'école nationale de musique ne les regardaient même pas. Quant à moi, ayant à peu près le même âge que ces jeunes filles, je les regardais discrètement me demandant pourquoi elles étaient là et d'où elles venaient. C'est seulement bien des années plus tard que j'ai compris le malheur de ces filles, qu'elles étaient les fruits de la misère et de l'abandon. Je ne comprendrai jamais pourquoi, jamais comment on peut profiter à ce point de la misère et de la faim. Pire, comment on peut conduire un autre être humain sur le chemin douloureux de la dégradation morale et physique, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, de très jeunes filles ou de garçons. Bien sûr, je ne suis pas naïve au point de croire que la pauvreté et la misère sont les seuls responsables. Il faut avoir une extraordinaire santé mentale pour résister à la tentation d'avoir une vie meilleure par le chemin le plus court possible et le plus terrifiant. Seule, la solidité et l'amour d'une famille peuvent éviter une pareille chute dans l'abîme. Ma Julia a certainement été en manque de tout cela jusqu'à ce que sa foi en Dieu la sauve. Je t'invite à passer tout de suite sur le deuxième extrait. Alors, si je ne vous ai pas ennuyé, je voudrais vous raconter juste l'histoire lorsque Julia rencontre l'homme. Le soir où Julia a rencontré l'homme, il pleuvait fortement. Elle marchait sur le trottoir, toute maigrichonne et trempée jusqu'aux os. Des crampes dues à la faim la faisaient se tordre, car voici 2 jours qu'elle n'avait presque rien mangé. Une belle voiture s'approcha d'elle, avec, à l'arrière, un beau monsieur qui lui faisait signe, tandis que le chauffeur restait impassible, regardant droit devant lui. Cet événement la rendit subitement heureuse. Elle se dit « Enfin, je vais pouvoir manger un peu !» Elle se dirigea donc vers la voiture où se trouvait le monsieur, avec un large sourire, une démarche négligente et un peu provocante. En la regardant, l'homme constata qu'elle était presque une enfant. Il eut un sentiment de pitié et presque de honte. Comprenant l'hésitation chez l'homme, elle se mit à la fenêtre entrouverte et lui parla d'une façon fort gentille. Ce n'était pas l'intelligence qui la guidait, mais la faim qui lui tordait l'estomac et qui lui fit dire « Alors, chérie, on va prendre un verre ?» Comme l'homme hésitait toujours, Julia pressentit avec terreur que son dîner était sur le point de lui échapper. Finalement, par instinct, elle lui dit tendrement « Vous ne savez pas, mais depuis 2 jours, je n'ai pas mangé à ma faim. J'ai tellement mal au ventre. » L'homme la regarda,
partagée entre son désir pour ce beau corps et la pitié qu'elle lui inspirait. Tout compte fait, Julia gagna la partie. L'homme lui dit « Monte », ce qu'elle fit. Sans s'attarder, elle rentra dans la voiture et ils partirent vers le quartier de São Conrado, dans la zone sud de Rio de Janeiro, pour aller à un de ces très nombreux motels destinés aux amours clandestines. Bravo, donc c'était donc Julia, une ex-enfant des rues, sur un air de Leciti Prélude de Bach numéro 2. Est-ce que vous avez des questions sur ce livre, d'abord, avant d'enchaîner sur le deuxième extrait? Il y a déjà quelqu'un qui le prend. Donc. Et je rappelle que vous pourrez échanger avec l'auteur et faire une dédicace tout de suite après. Alors, moi j'ai une question que j'avais posée à Yvonnette. Dans son roman, elle parle, quand elle désigne l'homme, je voulais qu'elle vous explique pourquoi elle désigne l'homme et non pas un prénom. Bon, j'ai dit l'homme parce qu'en réalité, dans la situation que Julia vivait, dans la misère qu'elle vivait, pour elle, l'homme, c'est quelqu'un qui allait la tirer, l'enlever de cette misère. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un visage, il n'avait pas une couleur. C'était l'homme. L'homme qui avait de l'argent, qui aurait pitié d'elle et qui aurait voulu s'en occuper. Alors c'est pour ça que je ne le nomme pas. Parce qu'en réalité, elle n'en attendait pas un nom spécifique. Elle avait un homme avec un grand H qui soit amoureux d'elle et qui la prend de la rue. Bon, finalement, à mieux de le roman, je donne un nom quand même à ce monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va enchaîner sur le deuxième extrait, cette fois-ci donc de son deuxième livre, qui est ici. Pardon. La soupe des exclus, une leçon de vie. Donc là, ce sera un extrait sur un air donc, de la romance de Cornelius Garlit. Voilà. Dominique, à toi. Yvonnette, quand elle est arrivée à Paris, c'était il y a 24 ans, elle a rencontré à Paris, à l'église de la Sainte-Trinité, un prêtre qui s'appelle le père Jacques-Benoît Gonin. Et c'est grâce à lui qu'elle a voulu aider les gens qui étaient dans le besoin parce que, comme elle le dit dans son livre, dans celui-là, qui est en fait une autobiographie, elle explique qu'elle n'a pas vécu une enfance malheureuse, comme on peut le penser. Et elle avait envie de faire quelque chose pour les nécessiteux. Et quand elle est arrivée donc, elle a discuté avec ce père, elle pensait rester quelque temps, une semaine, pour les aider. Et elle est restée 4 ans, c'est ça? Oui. 4 ans, voilà. Donc là, j'explique, je vous lis un passage, le passage où justement elle va, c'est son premier jour. Le bonheur complet n'existant pas, ou très rarement, je me suis décidée à regarder un peu ceux qui sont vraiment dans la souffrance et qui manquent de tout. C'est alors qu'en décembre 2008, j'ai commencé mon travail de bénévolat à la Sainte Trinité. Le service était très bien organisé et partagé entre nous, car normalement nos invités, comme les responsables de la soupe les appelaient, arrivaient avec leur sac et Dieu sait quoi d'autre. Il y avait quelqu'un qui restait en haut des marches et contrôlait l'entrée pour qu'ils entrent de façon progressive, sans occasionner de confusion, et aussi pour éviter l'entrée de ceux qui étaient visiblement drogués. En bas de l'escalier, Père Jacques serrait la main de chacun avec un accueil chaleureux, en posant quelquefois des petites questions sur leur vie. Il se dirigeait directement au vestiaire pour y laisser leurs affaires contre un numéro d'identification pour les récupérer après le repas.
Les gens commençaient alors à arriver, et mon cœur se serrait de plus en plus en voyant cette masse humaine, mal habillée, quelquefois sans leurs dents, ou avec de grosses cicatrices sur le visage, et très souvent dérangée un peu mentalement. J'étais principalement touchée par la grande quantité de jeunes qui auraient pu être mes enfants et se trouvaient dans un état de détresse totale. J'ai cherché à leur parler un peu, à me renseigner un peu sur leur vie, tandis que n'osaient même pas me regarder. J'ai rencontré des jeunes venus de toutes ou presque les parties du monde. Polonais, Chinois, Indiens, Américains, Noirs, Africains ou des îles et énormément de Français. Normalement, ils se rassemblaient par rapport à leur nationalité. Les Français étaient souvent les plus bavards, je dirais même philosophes. Ils étaient très curieux sur moi-même et sur mon pays d'origine. Malheureusement, je n'avais pas trop de temps pour discuter avec eux, car ils étaient entre 170 et 200 personnes que je devais servir à table. Et il y en avait quelques-uns qui avaient toujours l'air affamés, et l'humour n'était pas très souvent au rendez-vous. L'ambiance était plutôt mitigée. Il y avait ceux qui étaient toujours gais et blagueurs, malgré leur vie difficile. Ceux qui ne parlaient jamais, ceux dont on ressentait la désespérance de la vie. Ces derniers étaient les plus réfractaires pour entamer une conversation. Ils avaient l'air méfiants et étaient fermés comme des huîtres. C'est seulement au bout de 2 ou 3 ans que j'ai réussi à apprendre quelque chose sur eux et sur leur vie. Dans l'ensemble, ce premier jour de ma collaboration s'est bien passé. C'était plutôt chez moi, dans mon âme, qu'il s'était passé beaucoup de choses. J'ai découvert la grande joie de donner, pour le plaisir uniquement des autres. J'avais l'impression qu'un grand rayon de soleil était rentré dans mon cœur, et j'ai encore presque honte de ce sentiment. Comment pouvais-je me sentir heureuse après avoir vu et côtoyé tellement de misère? C'était un sentiment réellement inexplicable pour moi. Alors, j'ai décidé de rendre ces rayons de soleil à ceux qui m'en ont procuré. Je suis plutôt d'un tempérament joyeux et positif. Je cherche toujours la lumière au fond du tunnel. Et c'est cette petite lumière qui me donne le courage et me fait avancer. Je suis heureuse quand je peux transmettre à quelqu'un en détresse ce nom que Dieu m'a légué, cette confiance à l'avenir. Évidemment, il ne faut pas rester les bras croisés car on n'a rien dans la vie sans avoir beaucoup travaillé, surtout si on est né hors d'un milieu privilégié. Et malheureusement, nous sommes nombreux. Merci à toutes les deux. On rappelle Yvonnette, soprano, auteur. Et je vous remercie aussi d'applaudir Dominique Guénin, parce qu'elle est aussi auteure. C'est la première fois qu'elle le fait et elle l'a fait très bien. Donc merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Écoutez, merci à vous d'être là aujourd'hui. En tout cas, je tiens à remercier donc la Madeleine de Marcel qui nous reçoit aujourd'hui. Je sais qu'elle voulait dire un petit mot. Je vais la chercher, Dominique. En tout cas, merci à tous d'être là. Je ne sais pas, Alice, si tu veux rajouter quelque chose. Non. Yvonnette, si vous voulez rajouter quelque chose également. Non, juste à vous remercier pour votre présence. Madame qui s'est déplacée de Marseille pour venir. Ah, il y a des Marseillais. Je suis d'une de mes amies à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci. Merci à vous, mesdames. Merci à tous. Ok, merci. Merci à l'association Unisson. Oui, merci. Tiens, je vais justement inviter Dominique Guénin qui va venir nous en parler de cette association. L'association Unisson, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Unisson, action, réaction, unisson, dit-on. Alors en fait, avec Alice Masson, qui est notre trésorière, Florian Alain, qui est notre président, et moi-même, notre secrétaire, nous avons décidé comme ça, il y a quelques temps, enfin ça nous trottait un petit peu dans la tête,
de faire une association qui nous permettait, nous, en tant qu'auteurs, parce qu'avec Alice, nous sommes auteurs, Florian est animateur, chroniqueur, etc. Il a un groupe sur Facebook très très important et il est passionné de littérature, etc. Donc on a eu envie de faire quelque chose qui permette d'aider à la création artistique sous toutes ses formes. Donc bien sûr, comme on connaît la littérature, on commence par ce qu'on connaît, mais comme vous avez vu, on l'étend aussi à la musique, au théâtre, au cinéma, la peinture, tout ce qui peut rentrer dans le secteur artistique et qu'on pourrait aider à se produire ou faire des choses. Alors nous, on a dans l'idée de faire des choses qui sont un petit peu différentes de certaines associations où c'est un salon qui est organisé et voilà, par an. Voilà. Nous, on a envie de faire des petites choses à la limite plus intimistes dans des endroits très différents. Donc on a des partenaires très, très sympas, donc la Madeleine de Marcel, on a des partenaires aussi autres comme Cultura, comme des lieux sur Marseille, comme, voilà, qui sont prêts à nous accueillir pour faire des choses. Alors, on a le salon de Gémenos qui a été organisé cette année, ici dans la cour des Granges, et qui aura lieu l'année prochaine également. Et on a aussi donc des lectures musicales, des brunchs littéraires, des conférences, des mini-salons thématiques, des goûters littéraires, enfin toutes sortes de choses, plus des ateliers qui vont se greffer, des ateliers théâtraux, cinématographiques, etc. Enfin beaucoup de choses. Tout est à l'étude, il y a pas mal de choses qui sont déjà créées et ça ne va faire que grandir grâce à tout le monde, à toutes les personnes qui sont bienvenues, que ce soit des auteurs, des lecteurs, des musiciens, n'importe qui, tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Voilà. Merci Dominique. Et je souhaiterais aussi saluer Emmanuel Statopoulos, si j'écorche pas ton nom, qui est lui aussi auteur de Gémenos et qui a écrit donc une pièce de théâtre, Le Baron. Voilà, donc merci à toi d'être là aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir aussi. Une question de madame. De tout ce que vous avez annoncé, est-ce que vous avez le programme là? Excusez, je crois pas. De tout ce que vous avez annoncé, est-ce que vous avez un programme établi? Alors, on a un site internet effectivement où vous pouvez retrouver le programme, mais vous, si vous souhaitez, vous pouvez nous donner votre adresse mail pour qu'on puisse également vous l'envoyer et échanger si vous le souhaitez. Oui, alors c'est vrai qu'on aura un prochain événement donc le 12 novembre, ici au même endroit, à 16h il me semble, ce sera pareil. Là, ce sera une maison d'édition qui viendra se présenter. Ce sera les éditions Rédactive. Voilà, c'est une maison d'édition qui est basée à Rousset, si je me souviens bien. Leur slogan, c'est une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage. Et vraiment, je vous invite à venir les découvrir parce qu'il y aura la responsable de production qui sera là. Et elle sera accompagnée de nombreux auteurs pour aussi une séance de dédicace. Donc notez bien et qui font partie d'Unisson, bien évidemment. Et je tiens aussi à remercier donc Pascal Fouché-Palco, si j'écorche pas ton nom, qui nous fait aussi l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tu... Allez, moi j'ai quelque chose à dire. Les personnes qui veulent adhérer à Unisson sont les bienvenues. C'est 15 € l'année. Voilà, mais effectivement, parce que voilà, 15 € l'année pour adhérer à l'association, comme l'a dit Dominique, que vous soyez auteur, que vous soyez lecteur, que vous soyez chanteur, acteur, comédien. Vraiment, aider l'artistique sous toutes ses formes et elle avait aidé la culture surtout avec un grand C. Comme elle l'a dit, action, réaction, unisson. Merci à tous.